L'avenue Seymour, c'est une rue située à Cleveland, en Ohio. C'est une rue qui, malheureusement, contient beaucoup de violence, de drogue, de prostitution, de tristesse, de pauvreté et beaucoup de familles brisées. Mais personne ne savait que le pire se trouvait dans la maison 2207. 3 jeunes femmes disparues y étaient captives depuis plusieurs années. Et il y a un monstre qui leur faisait subir l'enfer, soit Ariel Castro. Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui m'a été demandée depuis le début que j'ai ma chaîne YouTube. On me l'a demandé, jusqu'à enfin aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous le raconter. Je me rappelle, quand l'histoire est sortie, il y a un livre qui est sorti l'année d'après, puis je l'avais lu. J'étais encore jeune adulte. Et ben là, pour cette vidéo, j'ai relu mon livre, j'ai fait beaucoup de recherches. Fait que c'est ma vidéo longue de la semaine, j'espère que vous allez l'apprécier. Avant de commencer, j'aimerais remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. J'ai beaucoup de commentaires qui disent « Ah, NordVPN est partout ». En fait, NordVPN, oui, sponsorise vos youtubeurs préférés, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est une bonne compagnie qui est fidèle, qui est professionnelle et facilement endossable, donc elle fait du bon travail. Personnellement, moi, je suis vraiment fière de faire affaire avec NordVPN et pas d'autres compagnies un petit peu moins professionnelles. NordVPN, j'ai pas de difficulté à dire que je fais confiance à cette compagnie. NordVPN a été élu meilleur VPN en 2018 et 2019. Qu'est-ce qu'un VPN? En fait, c'est un logiciel qui va sécuriser ton ordinateur. Si, comme moi, vous voyagez pas mal, je voyage pas tant que ça, mais j'ai quand même affaire à l'extérieur. Je travaille dans des cafés, je travaille dans des hôtels, dans des gares d'autobus, dans des aéroports. Mais il y a quand même toujours un petit danger pour moi que des hackers entrent dans mon ordinateur et obtiennent mes informations personnelles. Donc, dès que tu utilises un Wi-Fi public, en fait, il y a des hackers qui peuvent entrer dans ton ordinateur et obtenir vos informations bancaires, vos photos personnelles, vos mots de passe. Et ça, on n'aime pas ça. Deuxièmement, ce que j'aime de NordVPN, c'est que ça te permet d'obtenir un Internet différent. Par exemple, au Mexique, je peux pas regarder mes émissions québécoises. Avant, pour être honnête, je faisais affaire avec une autre compagnie de VPN que je nommerai pas le nom. Et je pouvais pas regarder mes émissions québécoises. Et là, depuis que je fais affaire avec NordVPN, je peux regarder Occupation Double sur mon ordi au Mexique. C'est génial. Pour cette vidéo, je vous offre un gros 70% avec NordVPN ainsi qu'un mois gratuit. Vous avez qu'à cliquer le lien dans la barre d'infos. Encore une fois, pour avoir utilisé un autre VPN, je trouve que NordVPN est beaucoup mieux. Et c'est pourquoi j'aime bien faire affaire avec eux. Et c'est pas pour rien que les YouTubers font affaire avec eux. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Le 23 août 2002, la jeune Michelle Knight, de 21 ans, quitte la maison de son cousin. Elle marche jusqu'au palais de justice pour obtenir la garde de son fils Joey. Quand je parle de Michelle Knight, j'ai tendance à dire la jeune fille, alors que c'est rendu une femme. C'est parce que Michelle Knight, on dirait qu'elle est tellement vulnérable, innocente, elle n'a pas eu d'enfance. Elle est née dans une famille défavorisée et toute sa vie, elle a grandi avec un certain retard, ce qui fait que les enfants riaient beaucoup d'elle à l'école. Le père de Michelle Knight a abandonné sa famille quand elle était très jeune. Et à l'école secondaire, il y a eu un épisode très horrible où Michelle s'est fait violer par plusieurs garçons de son école. En fait, c'était un gangbang, là. Elle a essayé de dénoncer ces violeurs. Elle avait le nom des garçons, mais tristement, la police n'a rien fait. Et suite à ces viols, Michelle est tombée enceinte de son fils Joey. Malgré les circonstances dans lesquelles elle a eu son fils, elle l'adorait par-dessus tout, c'était sa raison de vivre. Alors que Michelle essayait d'élever son fils du mieux qu'elle pouvait avec les connaissances qu'elle avait, l'argent qu'elle avait, elle vivait encore chez sa mère. Et sa mère a commencé à fréquenter un nouvel homme du nom de David.
Et David était très violent et était alcoolique. À plusieurs reprises, Michel s'est fait violer par son beau-père. Et une fois, durant un excès de colère, son beau-père a frappé Joey, le fils de Michel, et il lui a cassé un bras. Heureusement, l'homme a été mis en prison pour ce qu'il a fait, mais tristement, Michel a perdu la garde de son fils. Le 23 août 2002, justement, elle allait à une sorte de procès pour obtenir la garde de son fils à nouveau, vu que l'homme dangereux dans sa famille n'y était plus. En route vers le palais de justice, Michel marchait quand une voiture, une Toyota, s'est arrêtée auprès d'elle. Un homme la conduisait, il y avait de la musique latino dans la voiture. Et Michel, comme je vous ai dit, elle faisait confiance aux gens. Malgré toutes les horreurs qu'elle a vécues, elle avait vraiment une bonne âme et elle avait envie de voir le meilleur dans chaque personne. Elle était peut-être un petit peu naïve, mais elle a vu le conducteur de la voiture qui lui a offert un lift. Elle trouvait qu'il avait une bonne gueule, il y avait de l'argent gentil, donc elle a accepté d'entrer dans sa voiture. L'homme, Ariel Castro, a dit à Michel qu'avant d'aller la déposer au palais de justice, il fallait qu'il passe chez eux pour aller chercher quelque chose. En route, Michel a commencé à compter pourquoi elle allait au palais de justice, qu'elle avait hâte de revoir son fils, il lui manquait terriblement. Et Ariel Castro, il a dit « Hey, c'est drôle, chez moi, j'ai un petit chiot, puis je peux pas m'en occuper. Penses-tu que tu pourrais t'en occuper? » Puis Joey, il serait content d'avoir un nouveau chiot dans sa vie. Michel était super excitée d'offrir un chiot à son fils. Donc, elle a dit « Ben oui, on va chez toi, on va aller le récupérer. » En arrivant chez Ariel Castro, il a proposé à Michel d'entrer dans la maison. Il lui a offert un café, en attendant qu'il aille chercher le chiot à l'étage. Mais avant que Michel puisse faire quoi que ce soit, Ariel Castro l'a frappé à la tête, il l'a monté au 2e étage, et à partir de là, ce fut la fin pour Michel Knight. Ariel Castro est né le 10 juillet 1960 à Puerto Rico. Le père d'Ariel Castro ne vivait pas à Puerto Rico. En fait, il avait réussi à obtenir un emploi plus payant aux États-Unis et il faisait souvent les allers-retours pour aller visiter sa famille à Puerto Rico. Mais quand il y allait, c'était vraiment loin d'être la joie. En fait, l'homme, il y avait des gros problèmes d'alcoolisme et de violence domestique qui frappaient ses enfants. Ariel Castro a vécu dans la pauvreté. Et à un moment, quand Ariel était un petit peu plus vieux, Pedro Castro, le père d'Ariel, a tout simplement abandonné sa famille et il n'a jamais remis les pieds à Puerto Rico. Enfant, Ariel était très très proche de sa mère. Il était super discret, timide, introverti et se cachait sous les jupes de sa mère. Et même plus vieux, même rendu adulte, c'était vraiment un fils à maman. Plus tard, Ariel et sa famille sont tous déménagés aux États-Unis, plus précisément à Cleveland, en Ohio. Ariel a eu plusieurs emplois au cours de sa vie, mais au moment des faits, il était chauffeur d'autobus dans une école primaire. Et à temps partiel, en fait, ici et là, il faisait des contrats de musique. En fait, lui, il jouait de la guitare dans un groupe de musique latino. C'est un homme très, très solitaire et surtout très awkward, maladroit avec les femmes. Oui, il voulait coucher avec des femmes, il voulait avoir des relations sexuelles, mais en même temps, il détestait la femme, les femmes en général. Il est traité de pute, de salope, il était extrêmement misogyne. Quand il avait 20 ans, Ariel s'est marié à une femme du nom de Grimilda. Et c'était pas mieux, en fait, c'était une relation très très malsaine. Ariel était extrêmement violent et jaloux, il a déjà poussé sa femme en bas des marches. Elle n'avait pas le droit de sortir de la maison sans demander la permission à son mari et c'était rendu à un point qu'elle n'avait même plus le droit de parler à sa propre famille. Grimilda devait toujours demander l'opinion de Ariel avant de sortir de la maison pour qu'il juge ses vêtements. En fait, elle pouvait rien porter de sexy parce que lui ne voulait pas que d'autres hommes la regardent et aussi il enfermait sa femme dans la maison à clé puis elle avait comme aucun moyen de sortir. Ensemble, le couple a eu 4 enfants, Anthony, Angie, Emily et Arlene. En 1996, Grimilda s'est enfin sortie de cette relation toxique. Elle a obtenu un divorce. Mais plus tard, elle a développé une tumeur au cerveau. Et en fait, sa famille a toujours cru que la tumeur au cerveau, ça avait été causé par Ariel parce qu'il la frappait toujours à la tête. Même que des fois, il utilisait des bottes d'acier, de capes d'acier pour la frapper à la tête. Fait que ça se pourrait que
toutes ces violences qu'elle a vécues, ça a causé comme une sorte de tumeur au cerveau. En 2005, elle a obtenu un ordre de restriction contre Ariel, qui ne pouvait plus s'approcher à tant de mètres d'elle. À ce stade-là, elle avait eu 2 fois le nez cassé, 2 épaules disloquées, une dent cassée, des côtes cassées. Elle avait reçu des menaces de mort 3-4 fois envers elle et ses enfants. En 2012, Grimilda est morte suite à une overdose de médicaments. On dit que ça a été accidentel. C'était probablement pas un suicide, mais sa famille pense que c'est Ariel qui l'aurait tuée. Mais bon, ça reste à prouver, là. Au moment des faits, Ariel Castro a 42 ans et il y a comme plus personne à contrôler. Il est plus avec sa femme, il n'y a pas de petite amie. C'est là qu'il doit se trouver une nouvelle victime et sa proie fut Michelle Knight. Ariel Castro a frappé Michelle à la tête et l'a amené au 2e étage et l'a enfermé, l'a ligoté dans une chambre. Plus tard dans la journée, il l'a amené au sous-sol et il a attaché Michelle après un poteau. C'est là qu'il l'a brutalement violée. Et il l'a laissée là toute la nuit à moitié nue, accrochée à un poteau dans une maison qu'elle ne connaissait pas. Elle n'a pas fait de bruit, elle n'a pas appelé à l'aide parce que Ariel Castro lui a dit « Si tu fais un quelconque bruit, en fait, je vais te tuer. » Donc Michelle, elle a obéi et ce fut le début de 11 années d'horreur qui ont suivi. La disparition de Michelle Knight fut vraiment triste parce que dès le départ, on l'a catégorisée comme étant une fugue. Contrairement aux autres disparitions, on va en parler un petit peu plus tard, qu'on a vraiment cherché. Mais Michelle Knight, dû à sa situation familiale, elle a perdu la garde de son fils. À cause de tous les problèmes dans sa vie, quand la police a suggéré que Michelle avait peut-être fait une fugue, mais ses proches l'ont comme cru tout de suite. Donc, personne l'a cherché. Ce qui est un peu injuste parce que de un, Michelle aimait tellement son fils que jamais elle l'aurait abandonné. Et de deux, mais jamais elle aurait manqué son procès, comme ça revient au même, c'est qu'elle aimait tellement son fils, jamais serait partie sans lui. Et même après sa sortie, Michelle a coupé les liens avec sa famille parce qu'elle était extrêmement blessée, rancunière, que sa famille n'ait jamais fait quoi que ce soit pour la trouver. Et pendant que Michelle était captive, elle avait accès à la télévision, elle pouvait regarder les nouvelles et elle voyait que pour les 2 autres filles, on organisait des vigiles, des battues, les parents des 2 filles étaient à la télévision, pleuraient à la télévision, ils cherchaient leur fille, mais Michelle n'a pas eu cette chance, il n'y avait rien qui était organisé pour elle et ça lui fendait le cœur, évidemment, ça l'a beaucoup blessée. Mais aussi dû au fait que Michelle était adulte, mais aussi elle venait d'un milieu défavorisé, jamais elle n'a eu l'attention des médias, en comparaison des autres filles disparues qui, elles, ont eu toute l'attention des médias. 1 an après sa disparition, on a comme supprimé son dossier. On l'a enlevé du registre des personnes disparues parce qu'on a considéré que sa disparition est en fait un départ volontaire. Donc, Michelle n'était même plus considérée comme une personne disparue, c'est dégueulasse. Donc, on pourrait dire que Michelle était en quelque sorte le souffre-douleur de Ariel. Oui, il la violait brutalement, mais contrairement aux 2 autres filles, elle recevait toute la merde, elle se faisait battre, torturer, et les 2 autres filles, oui, se faisaient violer, mais c'était moins... Je sais pas comment dire, c'était moins de la torture, c'était juste genre du viol qui est une torture en soi, là. Mais Michelle s'était accompagnée de violences extrêmes. Mais bien vite, la pauvre Michelle Knight ne suffisait plus au psychopathe qu'était Ariel Castro. Il avait besoin d'une autre victime. Et c'est là qu'un an plus tard, il a décidé de s'en trouver une. Nous sommes le 21 avril 2003. Amanda Berry va avoir 17 ans le lendemain. À l'école, elle est très populaire, elle est aimée de tous. Elle a hâte d'avoir ses 18 ans pour se lancer dans le design de mode. Amanda travaille à temps partiel au Burger King, elle adore son emploi. Elle travaille à temps partiel pour avoir son argent de poche, pour payer ses sorties. Elle vient tout juste de s'acheter un téléphone cellulaire. Le 21 avril, après le travail, 19h45, Amanda appelle sa sœur pour lui dire qu'elle va avoir un lift jusqu'à la maison. À la maison l'attend sa petite nièce à qui elle a promis de regarder des films avec elle toute la soirée. Il y a aussi 100$ qui a été mis de côté parce qu'elle prévoyait s'acheter une nouvelle robe pour sa fête d'anniversaire. Amanda marchait jusqu'à la maison quand elle a vu une auto passer à côté d'elle et à l'intérieur se trouvait son amie Angie. C'était une fille avec qui elle étudiait à l'école. Donc Angie lui a dit bonjour.
En fait, Ariel Castro, le père d'Angie, allait porter sa fille chez sa mère. Sur le chemin du retour, Ariel Castro, maintenant seule, a offert à Amanda d'aller la porter chez ses parents. Elle venait juste de le voir, le père de son ami. Pourquoi ne pas accepter? Même moi, j'aurais accepté. En plus que c'était le père de Angie, c'était aussi le père d'Anthony, qui est un gars avec qui elle avait travaillé au Burger King. Donc honnêtement, cet homme-là n'était pas une menace parce qu'elle le connaissait un peu. En route, Ariel lui a dit « Hey, c'est ton anniversaire, il y a Angie qui est chez moi. » Il avait pas dit qu'il était allé la porter chez sa mère. Il a dit « Angie, chez moi, est-ce que tu veux qu'on passe à la maison? Tu vas pouvoir discuter avec Angie, il va pouvoir te souhaiter bonne fête. On peut s'arrêter juste 5 minutes pour que tu la vois. » Et en fait, Ariel Castro habitait à quelques mètres de sa maison. Amanda, elle a donc dit « Ben oui, ça va me faire plaisir de la voir, on peut s'arrêter 5 minutes. » Bien sûr, ça va de soi ici qu'aucun des enfants d'Ariel Castro ne savait que leur père se servait de leur nom pour attirer des victimes. Ça va de soi qu'il ignorait tout ça. Et ça a été encore plus désastreux quand ils ont appris ça, quand ils ont su que leur père attirait ses victimes grâce à leur nom, en fait. En entrant dans la maison d'Ariel Castro, quand Amanda a vu que son amie était pas là, elle a eu comme un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi, mais elle est allée au 2e étage. Et en passant devant une chambre, elle a vu une fille à moitié nue, couchée en petite boule sur un matelas. Amanda savait qu'elle était en danger. Elle a descendu les marches. Mais il était trop tard. Ariel Castro l'attendait en bas. When he took me to the next bedroom, and it was just really dark in there, and he didn't turn on the lights. And there was a little room off of the bigger bedroom, kind of a big closet. And he took me in there, and he told me to pull down my pants. And from there, I knew, like, this was not gonna be good. Contrairement à la disparition de Michelle Knight, la disparition d'Amanda Berry a eu un effet bombe à Cleveland. Là, on dirait que je le dis dans toutes mes vidéos, mais tu sais, le Missing White Girl Syndrome, vous allez me trouver énervante de toujours parler de ça, mais encore là, c'est vrai et ça pourra pas être plus vrai. Bon, en tout cas, on va revenir, mais tu sais, pensez à ça. Michelle Knight, c'est une jeune mère monoparentale de 21 ans qui a grandi toute sa vie dans un milieu défavorisé. Elle est peut-être physiquement un petit peu moins jolie qu'Amanda Berry, selon les standards de beauté, là. Elle parle moins bien. Fait qu'on s'est pas préoccupé d'elle parce que à cause de tout son background. Mais Amanda Berry, c'était une belle blonde qui était populaire à l'école. Elle travaillait à temps partiel. Elle venait d'un milieu relativement de classe moyenne. Fait qu'immédiatement, sa disparition a eu beaucoup plus d'impact et on l'a beaucoup plus cherché. Donc, c'est vraiment triste, mais on le voit, là, le phénomène, il est vraiment là. Et quand on dit « Missing White Girl Syndrome », ça veut pas dire qu'on parle d'une fille blanche, mais on parle de tout ce qu'il y a autour de ça. La classe sociale, la beauté de la personne, l'âge. Tu sais, on avait 2 filles blanches, mais qui venaient de des milieux différents et on voit clairement que les médias se sont plus préoccupés d'une des 2 victimes. Quand Amanda n'est pas rentrée ce soir-là, sa mère a tout de suite su qu'il y avait de quoi qui clochait, donc elle a appelé la police. Au départ, encore une fois, la police de Cleveland a pensé qu'il pourrait s'agir d'une fugue, mais tu sais, tu fais pas une fugue en laissant ton argent à la maison, en amenant... Tu sais, en partant avec tes vêtements de Burger King, surtout qu'Amanda était super coquette, elle aurait amené des vêtements de rechange si elle était pour s'enfuir. The family of a local teenager says she never would have left home without calling. But it's now been more than 2 weeks since Amanda Berry vanished. Fox 8 News reporter Brandy Sowers joins us live from the newsroom tonight with more on their efforts to bring her home. Well, Tim, tonight family, friends, and complete strangers took to the streets to raise awareness of Amanda's disappearance. They're hoping the attention leads to clues about where she is and will soon bring Amanda back home safely. I can't take it. It's getting hard, man. I can't take it no more. Amanda Berry's mother has spent the last 15 days wondering about and searching for her 17-year-old daughter. My nights are getting longer, my days are getting shorter, and my hope is falling. But her support is growing.
Donc, ça n'a pas été long avant que le FBI prenne en charge le dossier et considère la disparition d'Amanda Berry comme un kidnapping. Donc, en plus de ça, on avait un petit indice parce qu'on savait qu'Amanda Berry était embarquée dans une voiture. Elle a appelé sa sœur pour dire qu'elle avait un lift. Donc, elle était embarquée dans la voiture de quelqu'un qu'elle connaissait probablement, mais personne ne l'a vue embarquer dans cette dite voiture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui nous a fait confirmer encore plus qu'il s'agissait d'un kidnapping, c'est qu'une semaine après la disparition d'Amanda, la mère d'Amanda a reçu un appel. Et ça provenait du téléphone cellulaire d'Amanda. Au bout du fil, il y avait un homme inconnu qui a dit « J'ai Amanda avec moi, elle va bien et va retourner à la maison dans quelques jours. » C'est un homme qui parlait. Sa mère a pensé qu'il avait entre 18 et 30 ans. C'était Ariel Castro, bien sûr, mais il n'y avait pas entre 18 et 30 ans du tout, il avait 42 ans. Donc, elle s'est trompée en évaluant l'âge du prédateur. La mère d'Amanda a tout de suite demandé à parler à sa fille, mais l'homme a raccroché avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre. L'émission America's Most Wanted, qui est une émission qui parle souvent de disparition, a fait un segment sur la disparition d'Amanda Berry, ce qui a provoqué plusieurs appels de gens qui croyaient l'avoir vue. Et là, écoutez bien ça, c'est vraiment dégueulasse. Il y a même un médium qui a appelé la mère d'Amanda pour dire que, bon, lui c'est un médium de profession, et qui avait vu que Amanda Berry était morte et elle flottait dans un cours d'eau. Il a dit ça à la mère d'Amanda Berry. She's gone, honey. Do you know where she's at? In the house or under the house. I don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven, on the other side. Je vais vous dire mot pour mot ce qu'elle a dit. Ta fille n'est plus en vie, chérie. Ta fille n'est pas du genre à ne pas appeler. Tu vas seulement voir ta fille dans l'au-delà. Ça me fâche tellement à quel point il y a des charlatans qui profitent du monde. Il doit en avoir des vrais médiums, mais je pense que 95% des médiums, moi je crois que c'est des charlatans. C'est dégueulasse de profiter du pauvre monde comme ça. Évidemment, tu sais, d'avoir cette information, que tu y crois ou non, mais ça a été très négatif pour la mère d'Amanda qui a comme perdu tout espoir de retrouver sa fille vivante. Et quelques années après, malheureusement, elle est morte d'un problème de cœur. Avant qu'elle puisse revoir sa fille. Donc, il y en a qui disent qu'elle est comme morte de chagrin. Et je crois, là, tu sais, quand c'est juste des mauvaises nouvelles, ça se peut que ça t'affecte au point d'en mourir. La relation entre Ariel Castro et Amanda a été très différente de celle entre Ariel Castro et Michelle. Comme je vous ai dit plus tôt, Michelle Knight était vraiment une souffre-douleur. Ariel Castro la battait souvent. Il la traitait de retardée, il disait que c'est à cause d'elle qu'elle avait perdu la garde de son fils. Il était vraiment pas gentil avec elle. Il l'a mise enceinte à 3 reprises et à chaque fois, il lui donnait des coups de poing dans le ventre pour lui faire une fausse couche. En fait, il lui mettait un gros casque de moto pour étouffer les cris et lui faisait faire un avortement, une fausse couche. Et Michelle, elle était toujours dans la noirceur. En fait, Ariel Castro mettait comme du papier journal dans les fenêtres pour pas qu'elle voie à l'extérieur et pour pas que les gens de l'extérieur voient qu'à l'intérieur, il y avait une femme en captivité. Donc, elle était toujours dans la noirceur. Elle savait plus si c'était le jour ou la nuit. Et c'était vraiment difficile. Elle faisait ses besoins dans une chaudière et avait seulement le droit de sortir de la pièce une fois par semaine pour prendre sa douche. Et évidemment, elle était surveillée tout le long qu'elle prenait sa douche. Mais Ariel voyait Amanda plutôt comme sa femme. Je crois que son apparence physique a beaucoup joué. Parce qu'elle était quand même assez jolie. Oui, elle violait, il la maltraitait, mais c'était différent. Malheureusement, encore là, ces 2 victimes, ça lui suffisait pas. Il n'était pas comblé. Donc, 1 an plus tard, il a décidé de partir à la recherche de sa 3e victime. Nous sommes le 2 avril 2004, vers 15h. Gina De Jesus vient de terminer l'école et elle marche vers la maison. Gina était avec son amie Arlene, qui est la plus jeune fille d'Ariel Castro. Et les filles se sont arrêtées dans une cabine téléphonique pour appeler la mère d'Arlene parce que Gina voulait qu'Arlene couche chez elle cette soirée-là. Donc, les filles ont comme appelé la mère d'Arlene pour lui demander la permission, mais elle a refusé. Les filles, un peu déçues, ont dit « Bon, ben ça sera pour une prochaine fois », se sont dit au revoir et elles ont pris chacun leur chemin. Gina n'a que 14 ans à cette époque. En route, elle a vu le père de son amie Arlene, Ariel Castro, qui s'est arrêté à côté d'elle pour lui offrir un lift.
bien sûr qu'elle a accepté, c'est le père de sa meilleure amie. Elle le connaît très très bien parce qu'en plus de ça, en plus que c'est le père de sa meilleure amie, en fait, les deux familles, c'est des familles portoricaines. Donc, il y a comme une communauté de portoricains à Cleveland. Donc, elle a comme grandi avec la famille Castro, avec l'ex-femme de Ariel, les enfants. Elle le connaissait très bien. Encore une fois, personne n'a été témoin de l'enlèvement ou soit de Gina qui embarque dans la voiture de Ariel Castro. I was sitting there and he's like starts like to like touch me and stuff, and then I'm like, what are you doing? You can go to jail. And then he just switches up like, well, okay, you're gonna go home now. He said, but you can't go through the same door you came in. He leads Gina down into his basement, then grabs her and begins to chain her. He didn't make it tight enough, so I threw it over and then I tried to run, but he sat on my back. And then I just started kicking him. I kicked him and I bruised him really bad. La disparition de Georgina de Jesus a été très très médiatisée dès le départ parce que tout de suite le FBI s'est impliqué dans cette disparition et il a tout de suite su qu'il s'agissait d'un enlèvement. On a pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre la disparition d'Amanda Berry et celle de Gina de Jesus, mais jamais on a mis la disparition de Michelle Knight dans le lot. On pensait pas qu'elle avait un lien avec ces deux disparitions. C'est fou parce que toutes ces disparitions-là ont eu lieu à 1 an d'écart, mais celle de Michelle, on pensait que c'était comme une fugue. C'est au moment de la disparition de Gina que les autorités ont offert 20 000 $ contre toute information permettant de retrouver Gina ou Amanda. Encore une fois, Gina, elle aussi, elle avait son rôle bien spécial dans le foyer d'Ariel Castro. Alors que Michelle Knight, c'était la punching bag, Amanda, c'était comme la femme de Ariel Castro. Mais en fait, Gina servait un peu le rôle de la fille, la fille d'Ariel Castro, même s'il la violait elle aussi. Puis lui, Ariel Castro, il n'a jamais violé ses filles. Mais Gina, même s'il la voyait un peu comme l'enfant, mais il la violait. On pense qu'Ariel Castro s'est arrêté à 3 victimes à cause que le nombre 3 est assez intéressant. Il a été étudié par des psychologues. Et on pense qu'à 3 victimes, bon, s'il avait seulement pris 2 victimes, mais les 2 victimes pourraient devenir super proches et se retourner contre Ariel Castro. Mais à 3 victimes, en fait, Ariel Castro, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait montrer du favoritisme envers 2 victimes et il allait ostraciser la 3e victime. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Il préférait largement Gina et Amanda. Et Michelle, il l'isolait toujours. Et comme ça, il était sûr que les 3 victimes n'allaient pas se retourner contre lui. Donc, comment était le quotidien des 3 filles dans la maison d'Ariel Castro? Mais en fait, c'est sûr que c'est difficile d'expliquer 10 ans dans une vidéo. Mais on peut parler des nombreux viols qui ont eu lieu un petit peu partout dans la maison. C'était des pièces différentes, même qu'à un moment donné, il a violé les victimes dans sa voiture. Mais en plus de ça, les filles vivaient beaucoup de tortures, surtout Michelle. Les filles pouvaient être pendues par les bras pendant plusieurs heures. Et elles risquaient de se disloquer l'épaule, là, c'est jamais arrivé. Ou d'autres fois, les filles étaient ligotées, elles avaient du duct tape, du masking tape sur la bouche et les yeux. Et imaginez-vous, je pensais à ça, si une des filles tombait malade et quand tu as le nez congestionné, ben, tu peux pas respirer par le nez. Fait que pendant des longues heures, si tu as du tape sur la bouche, tu peux pas l'enlever. Imagine si ton nez se congestionne, ben tu manques d'oxygène, là, c'est fou. Ariel Castro avait aussi bien conditionné les filles à rester dans leur chambre parce qu'au bout d'un moment, il a comme enlevé, il laissait les portes ouvertes, il les attachait pas toujours. En fait, au bout d'un moment, il a comme conditionné les filles, par exemple, ce qu'il faisait. Il faisait semblant de partir au travail, donc les filles ils écoutaient, puis là ils voyaient qu'il n'y avait plus de bruit, donc l'une des filles s'est décidée à sortir de sa chambre et de descendre les escaliers, et là Ariel Castro était comme caché en bas, il frappait les filles violemment pour les punir d'être sorties de leur chambre en douce. Ça a pris 3 ans pour que les 3 filles se rencontrent. En fait, elles se parlaient à travers les murs quand Ariel Castro n'était pas là, mais jamais elles pouvaient se rencontrer. En fait, c'est vraiment les dernières années qui leur laissaient plus de liberté, mais souvent, ils attachaient toute la journée. Quand enfin Ariel Castro leur faisait confiance, il en laissait libre 2 en même temps, mais lui, il était toujours là, mais il en laissait 2 en même temps libres, mais jamais les 3 en même temps parce qu'il y avait peur qu'évidemment, elles se regroupent et décident d'attaquer Ariel. Durant la journée, les filles avaient le droit de regarder la télévision, d'écouter la radio.
Amanda et Gina, parfois, elles voyaient leurs parents les chercher. Elles étaient contentes de les voir à la télévision, voir qu'elles n'étaient pas oubliées. Mais Michelle n'avait jamais cette chance de voir ses parents qu'elle cherchait à la télévision. C'est vraiment triste. À la fin, les filles avaient des gros problèmes de santé à cause du manque de vitamines. Évidemment, elles mangeaient toujours juste du junk food. Une fois par jour. Elles mangeaient comme du McDonald's, Burger King, seulement une fois par jour. Elles avaient des problèmes de gencives, des problèmes de peau, des saignements du nez. Les filles étaient vraiment rendues aussi très très maigres et léthargiques. Elles avaient un déficit de vitamines A, C, D et E. Les filles avaient aussi des plaies de lit. Tu sais, quand t'es toujours couché dans un lit sans bouger, bon, il y a des gens, par exemple, des gens qui sont handicapés, qui peuvent pas bouger par eux-mêmes. Si on les laisse trop longtemps dans les lits, sans les tourner de bord, ça peut créer des plaies de lit, ce qui est très, très douloureux. Et les filles venaient avoir ces plaies en question. Aussi, c'était pas salubre, ça puait dans cette maison. Parce que les filles faisaient leurs besoins dans des chaudières, elles ne pouvaient pas toujours les changer. Et elles étaient des jours et des jours sans prendre leur douche, donc c'était horrible. En 2006, Amanda est tombée enceinte d'Ariel Castro. Comme je vous dis, elle avait vraiment le rôle de la femme. Et le 25 décembre 2006, elle a eu une petite fille nommée Jocelyne. Puis tout ça a eu lieu dans la maison de Ariel Castro. Pour couvrir les cris durant l'accouchement, Ariel mettait de la musique à tue-tête. Mais comme dans l'histoire d'Elisabeth Fritzl, ben en fait, Amanda, elle a couché naturellement, elle avait juste le droit à des Advil là, pour la douleur. C'est vraiment fou. L'arrivée de Jocelyne dans la vie d'Ariel Castro était vraiment une belle nouvelle. Il était complètement en adoration devant sa fille. C'était la seule à qui il ne faisait pas de mal. Mais encore là, l'arrivée de Jocelyne dans sa vie compliquait un peu les choses parce qu'il savait que sa fille allait avoir besoin de prendre de l'air, de voir la lumière du soleil, de manger correctement. Donc, c'était la seule, en fait, qui avait le droit de sortir. Mais il fallait aussi qu'il enseigne à Jocelyne à ne pas parler des autres femmes qui vivaient dans sa maison. Fait que c'était compliqué. Parfois, on se demande comment les autres, les voisins, les amis d'Ariel Castro se sont jamais rendus compte de quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, quand il faisait 35 degrés Celsius, Ariel Castro était enfermé dans sa maison, les rideaux tirés, sans air climatisé. On savait qu'il était là à cause de sa voiture dans l'entrée. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait? Il y a aussi aucun ami, aucun membre de la famille d'Ariel qui pouvait y aller sans s'annoncer d'abord. Par exemple, Ariel était super proche de sa mère, mais jamais elle a mis les pieds dans cette maison pendant 10 ans. Fait que s'il y avait des gens qui se présentaient chez Ariel sans s'annoncer d'abord, ils ouvraient pas la porte. Mais par exemple, quand Ariel laissait des gens aller chez eux, quand ils étaient mis au courant d'abord, il ordonnait aux filles de ne faire aucun bruit, sinon il allait les tuer. Il y a un ami d'Ariel, un gars avec qui faisait de la musique, qu'une fois il était chez Ariel, et il a vu une belle petite fille qui est comme apparue dans la cuisine. Et là, il a dit « c'est qui cette fille? » Et là, il y a Ariel, il a dit « Ah, c'est une de mes petites filles, je te présente Jocelyne et tout. » Et au même moment, il a entendu comme des coups dans le mur. Et l'ami d'Ariel savait que cette petite fille-là n'était pas sa petite fille parce qu'il avait rencontré tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Il savait qu'il y avait un mensonge à quelque part. Mais, en tout cas, de ce que j'ai lu dans le livre, ça dit que cette communauté-là, c'est une communauté à Cleveland, surtout sur cette rue-là, les amis, l'entourage d'Ariel, c'était une communauté défavorisée qui ont grandi dans la pauvreté. Donc, il avait appris à pas trop poser de questions. Donc, c'est ce que l'ami d'Ariel a fait. Il a pas trop posé de questions. Donc, il voit une petite fille qu'il connaît pas. Il entend des coups dans le mur. Ariel donne une explication. Ensuite, il entend encore des coups dans le mur. Et là, Ariel, il dit « Ah, j'ai un chien en haut. C'est lui qui fait du bruit. Il a juste monté le volume de sa radio. » Et ça s'est terminé là. Aussi, un autre truc bizarre, c'est qu'il y avait tellement de serrures dans la maison que ses amis disent « C'était impossible pour nous de sortir de la maison sans que Ariel vienne nous ouvrir parce que c'était trop compliqué. Il y avait genre 5-6 serrures. » Mais encore là, c'était quand même normal vu qu'ils vivaient dans un quartier avec beaucoup de criminalité. Tu sais, il y avait comme une explication à tout, si on veut. Chaque jour, Ariel rentrait chez eux avec genre 4-5 sacs de McDonald's. C'est un homme seul dans une maison. Puis du McDo, là, tu sais, du junk food, ça tu peux pas manger ça 2 jours plus tard, ça s'expire super vite. Personne ne se posait des questions par rapport à ça. Et je crois que le plus fâchant dans tout ça, c'est qu'à plusieurs occasions, les filles auraient pu être sauvées. Je vais vous lire. En fait, tout le long que les filles étaient captives dans la maison, la police de Cleveland a été appelée sur la rue Seymour à 1099 reprises.
Donc, 1099 fois, la police est allée sur la rue d'Ariel Castro pour des raisons différentes, soit des problèmes de violence conjugale, des disputes, des exhibitionnistes, des cambrioleurs, du vandalisme. Et dans ces 1099 fois-là, il y a 2 fois que la police est allée directement chez Ariel Castro. Une fois, c'est qu'Ariel avait fait une plainte concernant une bagarre qui avait lieu dans sa rue. Il a comme fait une plainte de bruit. Donc, la police est allée lui poser des questions à lui. Et la deuxième fois, c'est que Ariel, pendant son travail, il avait fait preuve de manque de professionnalisme. En fait, je pense qu'il avait comme oublié de déposer un garçon à son arrêt d'autobus. Et il a comme conduit l'autobus pendant 2 heures avec le garçon seul dans son autobus. Fait que ça avait comme été considéré comme un kidnapping parce qu'il n'avait pas voulu débarquer le petit gars. Enfin bref, la police est allée chez lui pour lui poser des questions. Parmi ces appels à la police, il y a aussi eu un appel le 20 janvier 2003. Une femme a appelé pour dire qu'elle entendait des femmes crier. C'était une voisine de Ariel Castro. Et la femme ne pouvait pas dire d'où ça venait exactement. Elle a juste dit « j'entends des femmes crier ». La police est allée dans l'avenue Seymour. Elle a attendu 45 minutes, mais les cris se sont pas reproduits. Donc, la police a dû quitter les lieux sans faire quoi que ce soit. Le 6 mai 2008, la même femme a appelé pour dire qu'elle a entendu une femme crier « lâche-moi » et un bébé pleurer. La police est allée sur place, mais encore une fois, ils n'ont pas entendu les cris, donc ils sont repartis bredouilles. Et beaucoup se demandent pourquoi la famille d'Ariel Castro, ses enfants, ses proches, pourquoi personne n'a eu de doute sur lui, comment ils n'ont pas vu les signaux. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de signaux. Ariel Castro avait l'air d'un homme totalement ordinaire, normal. Jamais tu pouvais te douter qu'il y avait 3 femmes enfermées chez lui qu'il violait à répétition. En fait, c'est ça qui faisait peur parce qu'Ariel Castro participait aux battues, il allait aux vigiles tenues en l'odeur des femmes disparues, il était super impliqué dans les recherches, mais lui, il faisait ça évidemment pour faire bonne figure, mais aussi pour savoir des détails de l'enquête. Il y a même le fils d'Ariel Castro, Anthony Castro, qui a interviewé le père de Gina de Jesus. Le titre de l'article, c'était « Comment la disparition de Gina de Jesus a affecté un voisinage au complet ». Et le fils d'Ariel Castro s'appelait Anthony Ariel Castro. Fait que l'article est signé carrément, écrit par Ariel Castro, et ça parle de la disparition de Gina de Jesus. C'est tellement paradoxal, c'est incroyable. Cette petite famille que Ariel Castro avait créée ne pouvait pas durer éternellement. Oui, Ariel Castro, c'était un homme très cruel, mais c'était loin d'être le plus intelligent. Donc, c'était sûr qu'à un moment ou un autre, il allait faire une erreur. Nous sommes le 6 mai 2013. La journée a commencé comme tous les jours, normal. Ni Gina, ni Amanda, ni Michel savaient que cette journée allait être complètement différente des autres journées. En fait, cette journée allait marquer la ville au complet, l'État au complet, le pays au complet, ou même le monde entier. Comme tous les jours, Ariel Castro a quitté ce matin-là pour aller au travail. Mais il y a quelque chose qui a fait de différent et les filles l'ont su tout de suite. Les filles avaient développé un sens très très aigu des sons de la maison. Et en quittant cette journée-là, les 3 filles ont entendu tout de suite qu'il y avait comme un son qui manquait. C'est l'absence du son de la porte verrouillée qui les a réveillées. Ariel Castro avait oublié de verrouiller la porte principale. Les filles ont attendu en silence parce qu'elles avaient appris des nombreuses fois où Ariel Castro leur avait tendu un piège. Elles ont attendu et là, c'est la petite Jocelyne qui a décidé de descendre les marches pour voir si son père avait bel et bien quitté les lieux. La voie était libre. C'est là qu'Amanda a pris la décision de descendre pour aller voir si Ariel avait vraiment quitté. Elle est descendue et là, elle a vu que la porte, en effet, était déverrouillée. La porte était ouverte. Elle a crié aux filles, « C'est ouvert, c'est ouvert, je m'essaie. » Hey, Charles, let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Walk me through again what happened this afternoon. You heard screaming. Heard screaming. I meet my McDonald's. I come outside. I see this girl going nuts, trying to get out of the house. So I go on the porch. Okay. I go on the porch,
and she says, "Help me get out. I've been in here a long time." So, you know, I figured it's a domestic violence dispute. So I open the door, and we can't get in that way because how the door is, it's so much that a body can't fit through, only your hand. So we kick the bottom, and she comes out with the little girl, and she says, "Call 911. My name was Amanda Berry." Now, did you know who that was when she said that? When she told me, it didn't register until I got the call in 911, and I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry? I thought this girl was dead. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Quand la police est enfin arrivée sur les lieux, ils ont pénétré dans la maison et c'est là qu'ils ont vu les deux autres filles. Puis ce qui est étrange dans tout ça, c'est que les filles voulaient pas quitter les lieux, pas qu'elles avaient le syndrome de Stockholm, parce que jamais elles se sont attachées à Ariel Castro. Mais c'est juste qu'en 10 ans, elles avaient tellement été conditionnées à rester dans la maison, à ne pas fuir, qu'elles avaient peur de partir de cette maison en question. Donc c'est assez incroyable. Les 3 filles ont été amenées à l'hôpital, la petite Jocelyne également, et elles ont été hospitalisées pendant quelques temps parce que justement, comme je vous ai dit, elle avait des gros problèmes de nutrition et de manque de vitamines. Ariel Castro a été arrêtée la même journée. On l'a arrêtée pour kidnapping et viol. Le 26 juillet, Ariel Castro est passée en cours et a été condamnée à la prison à vie plus 1000 ans sans possibilité de libération. C'est assez fou aux États-Unis. C'est comme toutes les sentences s'accumulent une par-dessus l'autre. Donc, ça finit que t'es condamné à 1000 ans de prison. On devrait avoir ça au Québec, d'ailleurs. Mais ouais, c'est assez incroyable. Les filles étaient quand même heureuses de cette sentence, je crois. L'État leur a donné 100 000 $ à séparer entre les 3, ce qui est quand même une bonne somme. Surtout que les filles, bon, elles partaient à zéro, elles n'avaient jamais eu d'expérience de travail. Tu sais, ça leur a donné un petit coup de pouce, mais ça va jamais leur redonner les 10 ans de leur vie qu'elles ont manqué, mais surtout tous les viols, les tortures qu'elles ont vécues. Malheureusement, en septembre 2013, Ariel Castro a été retrouvée pendue dans sa cellule. Je dis malheureusement, c'est que, il a passé 1 mois en prison et il a même pas été capable de survivre à ça. Alors que les 3 filles, il les a gardées captives pendant 10 ans. Elles se faisaient violer, torturer et lui, il a même pas été capable de survivre 1 mois en prison. C'est un lâche. Suite à ça, Amanda et Gina sont restées quand même proches, mais c'est vraiment bizarre. Les 2 filles ne parlent plus à Michelle. Je sais pas, je trouve ça triste. Pourquoi Michelle a été mise à l'écart comme ça? En fait, Amanda dit, en fait, je la déteste pas, mais c'est juste pas le genre de fille avec qui je me tiendrais normalement. Je sais pas, mais Michelle, donc, ne parle plus vraiment aux 2 autres filles. Elle a aussi changé son nom pour Lily Rose Lee et elle s'est mariée. Tristement, elle n'a jamais pu revoir son fils Joey qui lui a été adopté et a changé de nom. Puis je pense qu'il y a des lois là, pour protéger Joey, donc elle n'a jamais revu son fils. Sinon, je vais vous montrer le livre que j'ai lu. Attendez, c'est celui-ci. Parce que je dis toujours mes sources sont dans ma barre de description. C'est Captive, The Story of the Cleveland Abduction. C'est écrit par Alan Hall. C'est rare que je dise ça, mais c'est la première fois que je le conseille pas. Il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits sur cette affaire et je crois qu'ils sont meilleurs. En fait, c'est que ce livre a été écrit genre au moment des faits. C'était comme 1 année plus tard. Fait qu'il y avait encore beaucoup d'informations qui manquaient. Quand même, là, je l'ai lu puis ça m'a permis de faire cette vidéo qui, je juge, qui est assez complète. Mais je pense que tu peux avoir un meilleur un insight sur ce que les victimes ont vécu. Puis je pense pas qu'il soit traduit, là. En tout cas, moi je l'ai lu en anglais. Fait que je vais mettre quand même le lien dans la barre de description si vous intéresse. Mais ça va vraiment en surface. Je veux dire, c'est... Tu sais, l'homme n'a pas interviewé les filles, c'est vraiment juste du travail journalistique avec des informations. Ce que je fais un peu, mais c'est un livre qui a été écrit. En tout cas, bref, voilà. Et c'est tout. J'aimerais remercier encore une fois NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et je vous avertis, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Vous savez que c'est ma vidéo longue du mois. Et sinon, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.